Le point 5.1 dans notre tableau, Dunamenon men e ousia, potens quidem est substantia, traduit par le sujet, est la substance. Donc ce point 5.1 a reçu une lecture subjective, substantive, une lecture attributiviste au sens où je le disais tout à l'heure. Il a occasionné une lecture attributiviste du rapport acte-substance, médiatisé par la puissance. Donc vous voyez, la subjectivité est vraiment inséparable de l'attributivisme. Le dunamenon, qu'on aurait dû entendre comme ce qui a puissance d'agir, ce qui a la puissance, ce qui a puissance, l'agent capable d'agir, qui a puissance d'agir, eh bien, devient, s'entend désormais, mais pas en 1844 à partir de Thibaut, mais dès le Moyen-Âge, alors que les termes n'apparaissent pas ici, puisqu'on n'a évidemment que le grec et le latin de Burgundio, mais ils vont apparaître chez les théologiens et les philosophes médiévaux du XIIe et surtout du XIIIe siècle. L'agent va devenir le sujet en qui se trouve la faculté, le pouvoir, la puissance d'agir, la dynamis. Et ce sujet, c'est l'ousia, la substance à laquelle on attribue la faculté. Donc, ainsi entendu, le principe de Némésius, qui ne parlait pas de sujet, devient en quelque sorte le fondement, un des fondements d'un des principes eux-mêmes fondamentaux de la psychologie médiévale, en l'occurrence du principe de la connaissance ou de l'auto-connaissance de l'âme au moyen de ses actes ou par ses actes ou à travers ses actes. C'est le principe que j'ai noté ici, anima cognoscitur per actus suos, l'âme est connue, cognoscitur, ou bien se connaît, les traductions sont possibles du latin, par ses actes. Ce principe de psychologie que vous trouvez chez Thomas d'Aquin, chez qui il joue un rôle absolument fondamental dans le domaine donc, de la psychologie, la théorie de l'âme, eh bien, dans la psychologie se pose le problème de savoir comment l'âme se connaît elle-même. La réponse est donnée, elle se connaît elle-même par ses propres actes. Ce principe donc de psychologie s'inscrit dans une séquence, une série épistémique relative à la connaissance, où l'ousia reste lisible dans sa double au fond, titulature, soit comme essence, soit comme substance. Vous savez quelle est l'importance de cette ambiguïté native du terme et du concept grec d'ousia, tantôt essence, tantôt substance, et de la traduction alternée qui est donnée en latin par Boès lui-même, qui a traduit tantôt ousia par essentia, tantôt par substantia. Bon, cette traduction alternée, chez les médiévaux, évidemment, a une importance fondamentale, en tout cas ce que j'appelle la séquence épistémique, qui est fondée sur la définition de Némésius de Homs, eh bien, vous la voyez figurer ici. Ka, comme dans la keikaitésis, signifie que, puisqu'il s'agit d'objets là, A est connu, A est donc ce qui est l'objet, n'est-ce pas, c'est l'âme, n'est-ce pas, qui est à la fois l'agent et l'objet de cette autoconnaissance. Donc, Ka, je le traduis par l'âme connaît, to know, knowledge, A connaît. Bon, alors comment lit-on cette séquence? Ça retrace la genèse du processus par lequel l'âme accède à la connaissance de sa propre essence. Comment l'âme se connaît
elle-même? Eh bien, elle connaît d'abord son objet. L'âme connaît son objet. De là, connaissant son objet, elle peut connaître son acte de connaître. Connaissant son acte de connaître, elle peut remonter jusqu'à la faculté ou puissance qui est la puissance d'accomplir donc cet acte de connaissance, sa propre puissance de connaître. Et de cette puissance, on remonte jusqu'à l'essence. Donc, connaissant son objet, l'âme peut connaître son propre acte de connaissance, de là, sa propre puissance de connaître, et de là, sa propre essence. Ça, c'est la démarche typique des aristotéliciens, qui considèrent que l'âme accède à la connaissance d'elle-même en partant de ses actes, c'est-à-dire, en fait, et d'abord, de ces objets de connaissance. Selon que ce qui est connu est sensible, intelligible, etc., il y a des actes de connaissance différents. Selon que ce qui est sensible est audible ou bien visible, il y a des actes différents de connaissance, etc. Donc, l'articulation du puissant, du naménon, devenu le sujet, et du produit, le dunaton, par la puissance, ou le possibile, en latin, c'était le cas donc dans notre possibile, vous voyez, le possibile désigne ce que peut la puissance, et de là ce que peut celui ou ce qui a la puissance, ce en quoi est la puissance, à savoir le dunaménon, le dunaménon qui est l'ousia. Bon, cette articulation du sujet et du produit par la puissance ouvre la possibilité conceptuelle d'une définition de l'agence en termes de subjectivité et d'attributivisme, la substance, autrement dit la possibilité d'entendre le sujet comme agent. Alors, bon, cela dit, outre la distinction entre les deux sens d'ousia que j'ai rappelé, essence et substance, qui engendre une série de problèmes, une série de difficultés, qui génèrent ses propres complexes de questions et de réponses. Un autre facteur intervient, évidemment, qui complique la question déjà passablement compliquée du sens et de la fonction que l'historien archéologue doit accorder au principe de la connaissance de l'âme par ses actes, anima cognoscitur per actus suos. Et d'autre part, cela évidemment engendre une série de problèmes et de difficultés qui sont relatifs cette fois à la nature et à la portée même de l'opposition entre le modèle aristotélicien et le modèle augustinien, de la relation entre l'essence ou substance de l'âme et ses puissances. Alors, ce facteur-là tient, n'est-ce pas, second facteur qui concentre tout un ensemble de difficultés, il tient au fond dans l'expression même en ousia, dans l'ousia. Qu'est-ce que ça veut dire, en ousia? Dire que la faculté, la puissance, le pouvoir, la capacité est dans l'ousia. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le mode d'immanence, quel est le mode d'inhérence de la puissance dans l'ousia, entendu comme substance, substantia. Et là, vous voyez qu'on retrouve les deux modèles dont on n'arrive pas à se débarrasser, si je puis dire, à savoir le modèle attributiviste, les puissances et les facultés inhèrent à la substance comme des accidents à un sujet. Mode d'être de l'essein subjecto, en hypokaimeno einai, être dans un hypokaimenon, être dans un sujet, c'est le mode d'inhérence décrit dans le chapitre 2 des catégories. Et vous vous rappelez, on l'avait vu l'an dernier, que Augustin a formellement, absolument, radicalement rejeté ce rapport comme susceptible de nous donner le moyen de penser le rapport existant entre l'âme et ses actes ou états mentaux. Bien. Deuxième
réponse, cet attributivisme donc aristotélicien rejeté par Augustin. Bon, il y a le modèle d'Augustin, qui est l'alternative à l'attributivisme, le fameux modèle périchorétique, hein, le mode d'immanence dit par Augustin substantiel, ou pour mieux dire, dit-il, essentiel. Donc on retrouve les deux traductions de Houssilla dans le même passage de la Trinité 9, 4, 5, hein, où Augustin introduit contre l'inhérence subjective dans la substance d'un accident le modèle périchorétique où chacun des trois, alors là vous pouvez penser à ce qu'on a vu dans le séminaire, les trois activités fondamentales ou les trois facultés ou les trois éléments du ternaire, par exemple intelligence, volonté, etc. Chacun des trois est en soi et cependant ils sont mutuellement chacun tout entier dans les autres tout entiers, chacun dans les deux autres et les deux autres en chacun et ainsi ils sont tout en tous. Nous avons sué sanguéo, comme on dit la semaine passée, sur cette structure d'interconnexion, d'interpénétration, d'entremêlement, d'enchevêtrement. Vous vous rappelez tous les termes qui ont été utilisés dans le séminaire en nous appuyant sur Brentano et sur un certain nombre de lecteurs d'Aristote et d'Augustin, n'est-ce pas, au Moyen-Âge, et surtout Brentano lui-même. Bon, vous voyez qu'on retrouve, à partir du moment où la faculté qui va nous permettre de rendre compte de l'action, à partir du moment où on voit qu'elle est inhérente à la substance ou essence de l'arme, on se trouve en plein cœur de la théorie de l'action, confronté au problème autour duquel on a cessé de tourner à propos de la pensée, à savoir rendre compte de la dimension subjective de l'action dans un des deux langages au choix qui nous permettent de rendre compte de la dimension subjective de la pensée. Le problème de la pensée et celui de l'action, au fond, sont confrontés à la même offre, à la même alternative, aux deux mêmes, possibilités de développer un discours théorique sur cela qui paraît pourtant tout simple, penser, agir. Thinking, willing, selon les termes qu'on avait trouvés plus exactement au début de l'année dans le séminaire, en partant des considérations de Hannah Arendt sur les trois facultés, ou les trois activités plus exactement fondamentales de la personne humaine. Alors, bon, on est allé aussi loin qu'on pouvait aller dans la mise en place des fondements. On pourrait continuer indéfiniment, mais je pense que ça serait inutile. On a, je crois, suffisamment posé les premières pierres grecques, si je puis dire, d'un édifice qui va devenir aussi baroque et bizarre que le palais de justice de Bruxelles, n'est-ce pas, où par couche toutes les étapes, je crois, de l'histoire de l'architecture ancienne. Bon, alors on a déjà les fondements grecs, on a eu un peu de latin, maintenant il faut passer décidément à autre chose. On sait qu'on a derrière soi, qu'on a en sous-main deux modèles, un aristotélicien, un augustinien. On a défini suffisamment, je crois, le modèle attributiviste, le modèle périchorétique. Maintenant, avançons et retrouvons nos auteurs anglais ou anglophones de l'âge classique, ou même un peu avant, et renouons avec le propos qui avait été le nôtre le 10 février dernier. Renouons avec lui parce que ce détour par le vocabulaire grec va nous permettre de mieux comprendre au fond la nature, la portée, la signification et surtout les sources du grand débat qui agite le monde anglophone dans les années 1640-1650, qui est le débat, la controverse entre Hobbes et un auteur dont nous allons parler dans les minutes qui viennent. Je repars de Chisholm.
et de PAP, le principe des possibilités alternatives. Nous avons vu ce que pouvaient être les conditions de la responsabilité telles que les définit Aristote dans l'Éthique à Eudème et les reprend Némésius d'Émèse dans La nature de l'homme. Voyons maintenant, à l'autre bout de l'histoire, de nos jours, ce principe des possibilités alternatives tel que le formule Chisholm. Une personne est moralement responsable de ce qu'elle a fait seulement si elle aurait pu faire autrement. If she could have done otherwise. Nous avions évoqué la fine pointe de ce principe des possibilités alternatives et du débat qu'il suscite de nos jours, en remontant un peu en arrière, c'est-à-dire jusqu'à la Early Modern Philosophy, et donc aux années 1640, et nous avions cité un texte des questions sur la liberté et la nécessité de Thomas Hobbes, datant de 1645 et publié, semble-t-il, une dizaine d'années plus tard, sans l'accord de l'intéressé qui se méfiait des conséquences de ses écrits, et à juste titre d'ailleurs. En tout cas, c'est publié et on l'a ici. Voici ce qu'il dit. Ce qui est important est souligné. Je soutiens, dit Hobbes, je soutiens, I hold, que la définition ordinaire d'un agent libre, à savoir qu'un agent libre est celui qui, quand toutes les choses sont présentes qui sont requises pour produire l'effet, when all things are present which are needful to produce the effect, quand toutes les choses sont présentes qui sont requises pour produire l'effet, eh bien, n'est-ce pas, la définition ordinaire d'un agent libre, c'est que c'est l'agent qui, quand toutes les choses sont présentes qui sont requises pour produire l'effet, peut néanmoins ne pas le produire. Eh bien, cette définition ordinaire, qui vous paraît peut-être aller de soi, pour Hobbes, elle implique une contradiction et une absurdité. Car, dit-il, autant dire que la cause peut être suffisante, c'est-à-dire nécessaire, et que pourtant les faits ne s'en suivent pas. Voilà donc le point, comme on dit maintenant, de Hobbes. Hobbes soutient deux choses, donc. Que la définition ordinaire d'un agent libre est inacceptable et même absurde, parce qu'elle enveloppe une contradiction. Deuxièmement, il explique en quoi consiste cette contradiction, à savoir qu'une cause soit dite suffisante sans produire son effet. Alors, ce texte est très important, le texte de Hobbes, et à dire vrai, je ne suis pas le premier à attirer l'attention sur ce texte, ni sur la controverse qui l'enveloppe avec l'adversaire de Hobbes dans ce texte, à savoir l'évêque de Derry en Irlande, M. Bramhall, sur lequel on va revenir dans un instant. Je ne suis pas le premier à attirer l'attention sur cette controverse de Hobbes avec Bramhall, parce qu'une fois de plus, c'est Schopenhauer qui, chez les modernes, en a saisi toute l'importance. Pour des raisons de temps, je n'ai pas le temps de vous lire le texte de Schopenhauer, mais le texte que nous avons évoqué cette année sur la liberté, n'est-ce pas, eh bien, chez Schopenhauer, contient en fait un parcours tout à fait étonnant dans l'ensemble des textes qui importent à ce sujet, n'est-ce pas? Et la controverse Hobbes-Bramhall, quand même, ça n'était pas à tous les coins de rue, et ce n'est pas sans mérite de la part de ce personnage décrit par Guy de Maupassant d'une façon terrifiante, mais nous reviendrons un jour là-dessus. Peu importe. La thèse de Hobbes repose sur un principe apparemment discutable, à savoir que
Et autant dire que la cause peut être suffisante, c'est-à-dire nécessaire, hein, et que pourtant les faits ne s'en suivent pas. Bon, la pointe de Hobbes repose donc sur un principe apparemment discutable qui serait que toute cause suffisante produit nécessairement son effet. Ce qu'il pense avoir démontré dans la 7e de ces, et avant-dernière, de ces thèses qu'il appelle opinions sur la nécessité et la liberté, 7e thèse ou opinion dans laquelle précisément il identifie cause suffisante et cause nécessaire. Cette identification des deux causes ne va peut-être pas de soi pour vous. En tout cas, que dit Hobbes? Il dit très exactement que si une cause suffisante ne produit pas son effet, c'est qu'il lui manque quelque chose pour le produire. Alors on va dire, c'est une cause suffisante, mais alors pourquoi est-ce qu'elle ne produit pas son effet? Réponse, je ne sais pas, c'est qu'il lui manque quelque chose pour le produire. Bon. Donc, dit Hobbes, elle n'est pas suffisante s'il lui manque quelque chose. Bon. Alors, de là, n'est-ce pas, étant constant que si une cause suffit à produire un effet, il est évident qu'elle ne peut pas ne pas le produire. Donc, étant posé que si une cause suffit à produire un effet, elle ne peut pas ne pas le produire, puisque si elle ne le produit pas, c'est qu'elle ne suffisait pas à le produire. Eh bien, cela étant posé, notre Hobbes infère que, en tant que produite, puisque une action, une fois qu'elle est produite, une action qui a eu lieu, une action produite, en tant que produite, les actions volontaires sont nécessitées, car si tel n'était pas le cas, justement, elles ne se seraient pas produites. Or, elles se sont produites, c'est donc qu'elles avaient une cause suffisante pour les produire, une cause suffisante à qui il ne manquait rien pour les produire, donc nécessaire. Ce qui vaut d'une cause suffisante vaut d'une cause nécessaire. Alors, je cherchais la 7e opinion. On a retrouvé la 7e opinion, la voici. Contre cela, le théologien anglican John Bramhall, évêque de Derry, grand adversaire de Hobbes, il est l'auteur d'un livre qui est peut-être moins amusant que son titre ne le laisse entendre, et même à coup sûr d'ailleurs, mais le titre du livre, c'est « La capture de Léviathan ». C'est beau, ça pourrait être un roman. Bon, en tout cas, la capture de Léviathan, Hobbes a écrit le Léviathan, Bramhall l'attrape au lasso irlandais, et bon, en tout cas, Bramhall ne voit ni non-sens ni contradiction dans la définition ordinaire d'un agent libre, où Hobbes voit une contradiction et une absurdité. Dans sa réponse au traité sur la liberté et la nécessité, il commence par souligner que le dernier point, autrement dit, le rejet de la définition, qui est le corollaire de la fameuse 7e opinion, ou bien qui est une inférence tirée de la 7e opinion, à savoir que toute cause suffisante produit nécessairement son effet, eh bien, Bramhall dit, voilà, c'est le pilier de toute la démonstration de M. Hobbes, lequel pilier, écrit-il, s'il est supprimé, la superstructure, diable, doit nécessairement s'écrouler sur le sol, n'ayant plus rien pour la soutenir. C'est pas mal envoyé. Il n'y a rien, dit-il, ni personne pour soutenir la superstructure, la thèse de Hobbes. Rien ni personne, à part Hobbes lui-même. En effet, dit Bramhall, Hobbes dit « je soutiens ».
I hold. La belle affaire, ironise l'évêque, ce qu'il soutient le concerne, lui, ça ne concerne pas les autres. Et d'ailleurs, que soutient-il? Je soutiens que la définition ordinaire d'un agent libre implique contradiction et est absurde. Eh bien, répond Bramhall, il ne manque pas d'aplomb, ce Hobbes. Ce qu'il appelle la définition ordinaire est la même définition que celle qui est donnée par la plupart des philosophes et des scolastiques. Pense-t-il, Hobbes, que tous disent une absurdité? Ou ont si peu de jugement qu'ils se contredisent au stade très simple, préliminaire de la définition? Il ferait mieux de se soupçonner lui-même, n'est-ce pas, au lieu de critiquer tant de gens. Bon, une fois passée l'ironie, Bramhall argumente. Let us see the definition itself. Donc, regardons cette définition. Free agent is that to which, when all things are present that are needful to produce the effect, can nevertheless not produce it. Il dit, eh bien, je reconnais là la vieille définition, l'ancienne, l'antique définition de la liberté avec quelques petites variations. Mais je ne vois pas, je ne peux pas voir, je ne vois pas où est l'absurdité et je ne vois pas où il y a une contradiction. Je n'y trouve rien à redire. Et il va pour ce faire invoquer 3 exemples pour montrer qu'il n'y a aucune absurdité, ni aucun nonsense, n'est-ce pas, ni aucune contradiction dans cette situation. Il invoque 3 exemples. Le premier exemple, l'acte d'écrire, qui, pour toutes sortes de problèmes d'ailleurs, de théorie ou de domaine, du vouloir à la perception, va au fond de Théophraste à Hegel, ou même Hamilton, sans oublier Derrida, n'est-ce pas, l'exemple de l'acte d'écrire, on va y revenir. Le second exemple que prend Bramhall pour montrer qu'il n'y a aucune contradiction dans la définition ordinaire de la liberté, le second qui serait propre à faire teinter les oreilles de Guillaume II, bon, qui n'est pas là, qui est la déclaration de guerre. Déclaration de guerre. Et enfin, le troisième exemple qui est tiré de l'Évangile selon Matthieu, un mariage et au bas mot 4 enterrements. L'argument est simple. Dans la définition ordinaire, rien ne manque de ce qui est requis pour produire l'effet. All things are present that are needful to produce the effect. Cette phrase ne vise pas la détermination actuelle de la volonté. Ce qui est nécessaire pour produire l'effet, cette phrase, cette expression, ne vise pas, ne comprend pas la détermination actuelle de la volonté. Elle n'a trait qu'à l'ensemble des conditions requises pour parvenir à la détermination actuelle de la volonté. Elle regarde les conditions, pas la détermination elle-même. Donc, l'ensemble des conditions requises pour parvenir à la détermination actuelle de la volonté, pas la détermination elle-même. Donc, que ces conditions soient extérieures ou qu'elles soient intérieures à l'agent. Alors, précisons l'argument. La réunion de toutes les choses requises pour écrire. All things requisite to write. Alors, pen, ink, paper, table, desk, leisure, the art of writing, and the free use of his hand. Bon. La réunion de toutes les choses requises pour écrire, donc plume, encre, papier, table, écritoire, loisir, art de l'écriture, libre usage de la main, etc., n'implique pas qu'on ne puisse pas s'en abstenir si on le veut. Celle de toutes les choses requises pour faire la guerre.
des hommes, même, de l'argent, des armes, des munitions, des bateaux. Nous sommes en Grande-Bretagne, n'est-ce pas? Et mon anglophilie se manifestera dans la phrase qui suit, just cause, n'est-ce pas? Et une juste cause. Bon, avoir tout ça, c'est formidable, mais ça n'implique pas que le roi ne puisse pas choisir la paix s'il le veut. La réunion des conditions n'empêche pas plus l'agent de différer ou de rejeter qu'elle ne l'oblige à agir positivement. Quant au mariage, alors l'argument roule sur Matthieu 22, versets 2-4. Matthieu 22, 2, 4. En l'occurrence, sur l'accueil fait par les invités à la formule d'invitation transmise par les serviteurs, mandée par un certain roi, en Matthieu 4, n'est-ce pas, pour les convier au repas de noces de son fils. I have prepared my dinner, my oxen, my fatlings are killed, all things are ready, come unto the marriage. Voici, j'ai apprêté mon dîner, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt, venez aux noces. Donc, le roi a invité une première fois en vain les invités. Il les invite une deuxième fois en disant que tout est prêt. Les invités relapsent, n'est-ce pas, ne viennent pas. Le roi, outragé, les fait assassiner. Si l'on suivait Hobbes, dit Bramhall, les invités, alors qui semble-t-il n'aimaient vraiment pas la cuisine du roi, c'était pas top chef, les invités qui vraiment n'aimaient pas la cuisine du roi, j'imagine, bon, en tout cas, auraient pu lui répondre que le roi ne disait pas la vérité, puisque leur propre volonté n'était pas prête. Donc tout n'était pas prêt. Voilà. Si la thèse de Hobbes était vraie, n'est-ce pas, les invités, qui semble-t-il donc n'aimaient pas, c'est moi qui dis ça, vraiment sa cuisine, auraient pu lui répondre qu'ils ne disaient pas la vérité, car leur propre volonté n'était pas prête. According to his doctrine, the guests might have told him that he said not truly, for their own wills were not ready. C'est faux. Qu'ils le voulussent ou non, ils étaient invités. L'invitation royale, autrement dit la volonté du roi exprimée dans l'invitation transmise par les serviteurs, ne dépendait pas de la volonté des invités d'être invités. Qu'ils y fussent disposés ou non, le roi avait le pouvoir de les inviter ou de ne pas les inviter, autrement dit celui de les vouloir ou non aux noces. En d'autres termes, la volonté n'est pas nécessitée extrinsèquement à vouloir tout acte de vouloir. Elle peut vouloir, elle peut ne pas vouloir et elle peut s'abstenir de vouloir. Trois grandes possibilités. Si elle n'avait pas le pouvoir de décliner l'invitation, de remettre, dire on verra ça une autre fois. Bon, en tout cas, si elle n'avait pas le pouvoir de reporter le vouloir de ce qu'elle veut, ni le pouvoir de ne pas vouloir ce qu'elle ne veut pas, la volonté n'aurait pas le pouvoir de produire l'effet qu'elle veut. Quelque chose de requis à la production de l'effet ferait défaut, à savoir la volonté elle-même. La volonté ferait défaut. Le vouloir serait en manque de vouloir. Autrement dit, mais bon, ce sont mes termes, pas de liberté de faire sans liberté de ne pas faire, et pas de liberté de faire sans liberté de différer. La volonté
peut, alors voilà ce que dit Bramhall, d'elle-même et par elle-même vouloir, will, ce qu'elle veut, et nouloir, nil, ce qu'elle ne veut pas. Science et conscience, raison et religion, toute l'expérience humaine, la mienne comme celle d'autrui, enseigne que la volonté a sur ses propres actes dominion, empire, de vouloir ou de ne pas vouloir, sans nécessitation extrinsèque. La réunion de toutes les conditions nécessaires pour que je veuille ne fait pas que je voudrais. C'est comme ça. Enfin, selon Bramhall. Et donc, pour parler le langage de l'école, si le pouvoir de vouloir est présent chez quelqu'un en acte premier, déterminable par lui, aucun pouvoir nécessaire ne lui fait défaut sous ce rapport pour produire un effet. Alors, rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure de action et acte. On pourrait développer cette notion d'acte premier, la notion d'acte second. L'acte second, dans le langage scolastique, étant la mise en œuvre de la capacité actuelle que j'ai de faire ce que je peux faire, n'est-ce pas ? Il y a la puissance nue. Un petit enfant qui vient de naître est en puissance capable de lire. À un moment, il a appris à lire. Il est donc en puissance seconde, disent les médiévaux. Cette puissance seconde est un acte premier, c'est-à-dire il est capable vraiment de lire et d'écrire, mais au moment où il ne lit pas et n'écrit pas, par exemple quand il dort, eh bien, il n'exerce pas cette capacité. Quand en revanche, les yeux grands ouverts et ne dormant pas, il lit ou écrit, eh bien, il exerce cette aptitude qui était aussi bien décrite comme une puissance seconde que comme un acte premier. Et cette activité-là, c'est précisément ce qu'on appelle l'énergie seconde ou l'acte second. Donc, ce que dit Bramhall, c'est que si vous avez le pouvoir en acte premier déterminable, c'est-à-dire susceptible d'être actualisé en acte second, de vouloir, n'est-ce pas ? Bien, ce pouvoir suffit pour que vous soyez à même de vouloir ce que vous voulez, de ne pas vouloir ce que vous ne voulez pas, et de différer si vous ne voulez ni vouloir ce que vous ne voulez pas, ni ne pas vouloir ce que vous voulez. Bon, alors je laisse de côté ces notions d'acte premier et d'acte second qui sont héritées en fait d'Aristote, tout bêtement, du De Anima, livre 2, chapitre 5, où Aristote explique en ces termes le passage de la science possédée, qui est en puissance seconde ou en téléchie première, à son exercice actuel, au moment où on exerce une capacité scientifique quelconque. Bon, je laisse de côté ça, qui vous entraînerait peut-être trop loin. Et en tout cas, je pose pour finir deux problèmes que nous allons retrouver, donc, non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Et ces deux problèmes sont les suivants. Le fond de l'argument de Hobbes, autrement dit la thèse que toute cause suffisante produit nécessairement son effet, d'où il tire que tous les effets sont nécessaires. Eh bien, tout cela, la thèse et le fond de l'argument, sont-ils si discutables que semble le dire Bramhall, qui conteste absolument la thèse selon laquelle toute cause suffisante produit nécessairement son effet. Est-ce que Bramhall a raison de mettre en cause comme étant une bizarrerie de Hobbes cette thèse-là? Et deuxième problème, à l'inverse, si je puis dire, si évident qu'il est l'air, le principe des possibilités alternatives est-il si indiscutable que le dit, ou semble le dire, ou semble le croire Chisholm, ce PAP, ce principe selon lequel, effectivement, quelque chose est, je vous rappelle la formulation exacte, une personne et non pas quelque chose, une personne est moralement responsable de ce qu'elle a fait seulement si elle aurait pu faire autrement. Alors, dans 15 jours, nous repartirons du premier problème et pour qu'un
insupportable suspense ne vous déchire pas jusque-là. Nous verrons que P1, le premier problème, l'affirmation que toute cause suffisante produit nécessairement son effet, n'est pas une trouvaille de Hobbes, ni une extravagance de Hobbes, et on verra qu'elle a une longue histoire. Et concernant le deuxième problème, nous verrons que eh bien, là, il faut beaucoup plus que citer quelques sources pour savoir si, si le principe des possibilités alternatives est un principe fiable ou pas. Donc, je vous donne rendez-vous dans 15 jours et vous remercie de votre attention.